Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Caroline Pilastre et Boris Faure. C'était une affaire classée en accident il y a 1 mois et demi. C'était Jérémy Cohen qui avait été renversé par un tramway à Bobigny. Enfin, renversé pas seulement parce qu'il n'avait pas regardé, puisqu'une vidéo montre qu'il était en train de se faire tabasser par une bande de voyous et qu'il est mort en fuyant. Une agression qui pourrait bien n'être une agression antisémite puisqu'une kippa blanche a été retrouvée sur les lieux. Une affaire qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux et reviennent sur le devant de la scène les crimes antisémites contre Sarah Halimi, Mireille Knoll ou encore Ilan Halimi. D'où notre premier débat. Mort de Jérémy Cohen, y a-t-il une montée de l'antisémitisme en France? Et pour le moment, vous êtes 74,8% à dire oui. Avec nous, Emmanuel Abramovitch, membre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Emmanuel Abramovitch, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. C'est tout à fait normal. Comment expliquer que cette affaire ait mis 1 mois et demi à sortir? L'omerta? Pas uniquement. Nous sommes en réalité dans un processus long qui commence par une incapacité du personnel politique à nommer les choses. Et puis, il y a parmi vos collègues des gens qui déforment l'histoire de l'antisémitisme en France et donc de l'histoire de France. Et je vais illustrer tout de suite. La majorité de vos collègues disent que les premiers attentats antisémites, eh bien, c'est 2012, avec cet infâme français, mais rat. En 3 mots, vous avez bien compris. Un français, mais rat. En réalité, non. Le premier attentat antisémite en France, c'est 1980, et c'est l'attentat de la rue Copernic. Oui. Il y a quelque temps après, un autre attentat dans une école juive de Lyon. Et puis ensuite, il y a la rue des Rosiers. Et ensuite, il y a la rue de Rennes. La rue de Rennes, c'est Tati qui est visée. C'est aussi Marx et Spencer. Donc, il faut comprendre cette montée de l'antisémitisme par une non-prise de responsabilité du personnel politique qui, n'assumant pas, pour des raisons que nous pourrions qualifier parfois d'antisémites, le fait qu'il y a en France des agressions spécifiques contre des juifs. Donc, cette absence de discours concret, réaliste, empêche de prendre de vraies décisions, de mener un vrai discours, et par conséquent, vous avez parmi les 62%, par exemple, de musulmans qui considèrent que les lois de la charia sont supérieures à la République, qui n'ont aucun frein. La porte est aussi grande ouverte sur Internet, où la loi se refuse d'évoluer. C'est-à-dire qu'on est capable de rendre responsable un rédacteur en chef d'un journal pour des propos néfastes, anti-républicains contenus dans le journal, mais sur le net, vous avez le droit de raconter ce que vous voulez, d'attaquer n'importe qui de façon anonyme et sans aucun risque. Donc la montée de l'antisémitisme est un processus long qui a des bases solides. Philippe Billiger. Il est évident que l'antisémitisme progresse en France, et dans les propos, et dans les actes, et dans les violences. Et l'exemple que vous avez cité, Philippe, dans le 9-3, avec ce père admirable qui finalement a, par son acharnement, permis de débusquer la vérité dans la tragédie de la mort de son fils, est tout à fait révélateur de ce qui se passe à l'heure actuelle. Je suis frappé de voir à quel point la dénonciation verbale, l'indignation morale n'ont pas d'effet immédiat sur la réalité des agressions contre la communauté juive. Et je m'interroge depuis des années en me demandant si au fond il n'y a pas de la part de tous les pouvoirs une sorte de confort intellectuel et politique qui consiste à dénoncer éthiquement en ne se souciant guère de l'effectivité de la lutte pénale, parce qu'il est tout de même invraisemblable que plus on dénonce,
moins l'antisémitisme opératoire diminue. Donc c'est là-dessus que je voudrais avoir le point de vue de notre invité. Et à la question de Sud Radio, il est évident que l'antisémitisme ne cesse pas de progresser et que ça devrait interpeller le citoyen non seulement sur le plan de la démocratie, mais sur le plan de la répression pénale. Emmanuel Abramovitch. Bien sûr, vous avez mis le doigt sur le vrai problème qui nous ramène vers notre autorité de tutelle, celle que nous avons élue ou celle que nous avons portée pour être juge, procureur ou magistrat. À partir du moment où ces gens ne considèrent pas qu'il est anti-républicain au premier sens, au premier degré du terme, que d'agresser quelqu'un en fonction et uniquement en fonction de sa religion, à partir du moment où on a du mal à juger ce crime, alors la porte, la voie est ouverte. C'est le même processus en matière de banditisme. À partir du moment où un bandit sait qu'il n'ira pas en prison s'il fait telle ou telle pratique, alors il s'en donne à cœur joie. Et là, c'est la même chose pour l'antisémitisme. Aujourd'hui, à quoi voulez-vous condamner une peine? Je vais vous donner un triste exemple qui va vous donner une idée de où nous en sommes aujourd'hui. Je vais vous parler, sans la nommer bien évidemment, d'une dame qui a travaillé, qui a cotisé, qui est aujourd'hui retraitée. Elle est handicapée à 80%. Elle est la seule femme juive dans son immeuble de Perpignan. Elle est harcelée depuis des années. Quand je dis harcelée, messieurs, dames, ça veut dire qu'on lui crache dessus. Ça veut dire qu'on l'insulte. Ça veut dire qu'on voudrait bien la pousser, la faire tomber avec son déambulateur. Elle est arrivée chez nous dans un état psychique, psychologique difficile, vous pouvez imaginer. Eh bien, c'est nous qui avons pris les choses en main auprès de la police, de la préfecture, de son bailleur, pour la faire reloger. Par qui sommes-nous aidés? Par personne. Par qui cette femme est-elle aidée? Par personne. Et pourtant, son cas est connu depuis plusieurs années. Quand je vous dis cela, je suis sérieux. Ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs plaintes et que certaines sont instruites par un procureur. Est-ce que cette situation est normale pour cette femme? Et si je vous disais que cette femme pourrait être notre grand-mère, comme le fut ou comme aurait pu l'être Madame Halimi ou Madame Knoll, dont nous connaissons la triste fin? Effectivement, la situation est difficile parce que nous n'avons pas de contact, nous n'avons pas de référent dans les préfectures. Et si cette personne ne connaît pas notre numéro, ne sait pas nous joindre, elle est livrée à elle-même dans un océan. Elle est seule dans un immeuble où pratiquement tout le monde l'agresse et personne ne l'aide. C'est absolument hallucinant. Caroline Pilastre. À chaque période de crise, en l'occurrence là, de la crise sanitaire, il faut un bouc émissaire. Et bien évidemment, pour répondre à ta question, Philippe, il y a une résurgence de l'antisémitisme. Monsieur le disait très bien, les actes d'antisémitisme ont lieu depuis plus de 40 ans. Beaucoup de Français ont tendance à l'oublier. Alors, on revient sur 2006 avec l'affaire d'Ilan Halimi. Après, il y a eu Sarah Halimi, Mireille Knoll. Vous savez que la France est un des seuls pays européens où on tue un juif parce que juif. C'est une réalité, sans parler du terrorisme dans sa globalité. Moi, ce que j'aimerais vous demander, monsieur, c'est à votre avis, parce qu'on sait très bien que la population de confession juive quitte les banlieues pour venir habiter dans Paris, prendre le moins de risques possible. Actuellement, vous n'avez plus un juif dans le 93, puisque s'ils sortent avec la kippa, ils ont de grandes chances de se faire agresser. Beaucoup partent en Israël à cause de cette raison, ou au Canada. Donc, ils fuient la France. Il y a moins d'1% de juifs en France. Il faut quand même le rappeler et remettre les choses dans le contexte. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, depuis tant d'années, sachant qu'il y a quand même beaucoup de juridictions contre le racisme, enfin, on peut porter plainte, c'est un délit le racisme, ça n'est absolument pas une opinion. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel laxisme avec la question de l'antisémitisme? Parce qu'il faudrait une tolérance zéro. Je vous prends juste un petit exemple. Quand un candidat à la présidentielle s'est permis il y a quelque temps d'insulter un autre candidat de juif de service, est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, justement, ça ne favorise pas un antisémitisme primaire, une banalisation? Donc voilà, moi je voudrais vous entendre sur la question du laxisme politique. Est-ce que c'est une question uniquement d'électoralisme ou une question idéologique? Et qu'est-ce que vous pensez de la tolérance zéro sur tous ces actes-là? Emmanuel Abramovitch.
Ça commence par de l'électoralisme, effectivement, et je vais revenir un petit peu en arrière. N'y a-t-il pas une famille politique qui avait une influence nationale jusqu'à il y a peu, qui, au regard de ses difficultés partisanes, a décidé de remplacer le vote ouvrier qu'elle perdait par un vote maghrébin? C'est une réalité politique que nous n'avons pas voulu regarder. Mais ce renversement d'alliance ou cette nouvelle alliance s'est quand même déroulée. À partir de là, vous voulez remplacer un électorat qui vous fuit par un autre électorat. Je fais bien évidemment allusion à l'électorat musulman et je me dois d'ouvrir une petite parenthèse que vous m'accorderez, je l'espère. Tous les musulmans qui respectent les règles de la République, comme les chrétiens, comme les juifs, comme les protestants, ont leur place en France. Donc, bien évidemment, c'est bien de préciser, monsieur. Il était important que vous me permettiez de le préciser pour que je puisse continuer mon propos et qu'on ne lui prête pas un vernis que je ne lui mets pas. À partir de là, je tiens à vous dire qu'effectivement, ce renversement d'alliance, ce changement d'électorat, eh bien, il faut caresser son nouvel électorat dans le sens du poil. Alors, comment voulez-vous, puisque vous voulez remplacer le vote ouvrier que vous avez perdu par un nouveau vote musulman, dire « Oh, vous savez, les musulmans, c'est pas bien. Il y a parmi vos enfants des gens qui se conduisent très mal. Vous risquez de les perdre. » Et ils ne veulent pas les perdre. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler les slogans, les campagnes de communication pro-palestiniennes qui, entre autres, encourageaient le Hamas et pendant un moment le Hezbollah. Je vous rappelle que ces braves gens qui ont tout compris, qui connaissent mieux le monde que personne, nous expliquaient tous les crimes. Je me permets de vous signaler que quelques jours après la tuerie de Toulouse, il en est certains sur le service public qui ont osé et donné des circonstances atténuantes. Alors, on en est là pour vous expliquer, si vous voulez, ce double discours politique. Il y a longtemps, parce qu'il a fait partie d'une stratégie politique. Boris Faure. Oui, en fait, pour moi, des antisémitismes qui se superposent avec l'antisémitisme idéologique, j'allais dire malheureusement classique de l'extrême droite. Et on a maintenant, ça a été dit par Caroline, un antisémitisme de crise sanitaire, qui en fait accentue le complotisme. Ça, c'est terrible. Et puis, il y a l'antisémitisme de rue, l'antisémitisme très lié à de la délinquance. C'est-à-dire, on voit une personne juive avec une kippa, on va lui mettre un coup de poing. Voilà. Tout ça, évidemment, ça appelle des sanctions. Ça a été dit, tolérance zéro. Enfin, on peut utiliser tous les termes qu'on veut. C'est simplement sanctionner ce qui doit être sanctionné très rapidement, sans délai. Après, moi, je crois à l'éducation parce que sinon, je ne travaillerai pas pour une agence qui, dans le monde entier, a des lycées. Nous gérons des lycées français dans le monde entier. Et je pense que rappeler que par l'instruction civique, on peut déconstruire les idées reçues, les idées fausses, toutes les cibles qu'on met sur les personnes juives. Voilà, je crois que l'éducation peut aussi aider, on l'a pas dit, mais il faut aussi en passer par là. Emmanuel Abramovitch, l'éducation, je mets un petit mot en plus à ce que disait Boris Faure à l'instant. L'éducation, c'est compliqué, sachant que dans certains quartiers, on n'ose même plus enseigner la Shoah, par exemple. Alors c'est très compliqué, là encore, depuis plusieurs années. Là encore, le phénomène s'est instillé petit à petit au fur et à mesure des jours. On n'est pas arrivé à une école publique sans juifs dans la Seine-Saint-Denis du jour au lendemain. Il y a d'abord eu un discours ambiant que je vous ai décrit tout à l'heure. Il y a eu aussi des agressions entre jeunes auxquelles on n'a pas voulu donner le caractère qu'elle avait vraiment. C'était des bagarres entre élèves. Et puis, il y a aussi quelque chose qui nous fait beaucoup de mal à nous, Français juifs, c'est la pratique par un certain nombre de politiques, de philosophes, de journalistes et d'autres, de pseudo-journalistes, la pratique de l'amalgame. Car quand une démocratie se défend, et je vais prendre l'exemple d'Israël comme par hasard, mais quand ils ont un conflit frontalier qui les regarde, vous avez dès le lendemain une hausse des actes antisémites contre des particuliers sur tout le territoire. Alors voilà ce qu'il en est aussi du discours des politiques, mais aussi du discours à l'école. Il y a une idéologie à l'école qui a fait que la pédagogie s'est dénaturée.
On n'enseigne plus l'éducation civique comme avant. Donc, on a un délitement du discours et donc du contenu éducatif, ce qui nous donne ces chiffres absolument terribles où vous avez des gens interviewés à 62% qui disent que leurs lois religieuses sont supérieures aux lois du pays qui les accueille ou qui leur permet de vivre ou qui, voire, les nourrit. C'est hallucinant. Et intellectuellement, c'est tout simplement incohérent. Donc, on en est là parce que effectivement, il y a besoin de reprendre en main ce que nous sommes, des êtres doués d'un minimum d'intelligence, cartésiens un minimum, pragmatiques un minimum, capables de nommer les choses. Et quand on est capable de nommer les choses, on est capable de respecter les gens. Et l'inverse peut fonctionner aussi, probablement. Notre premier débat, avant de donner le score et de faire une pause, une info qui tombe à l'instant, le motif antisémite de l'agression n'est pas établi à ce stade, selon le procureur de Bobigny. On va suivre ça, bien évidemment, de très près. Notre premier débat, décès de Jérémy Cohen. Y a-t-il une montée de l'antisémitisme en France? Ça monte petit à petit. Vous êtes désormais 76,2% à dire oui. À notre tour, on ira directement au 0826 300 300, puisque le sujet fait réagir. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Boris Faure. Notre premier débat, décès de Jérémy Cohen. Y a-t-il une montée de l'antisémitisme en France? Et vous êtes 76,3% à dire oui sur Twitter. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300, direction Arles. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Est-ce que pour vous, il y a une montée de l'antisémitisme en France? Il y a une montée de ce que les médias racontent. Tout le monde se précipite. Un pauvre jeune est mort percuté par un tram, agressé juste avant, donc, dans sa fuite, a été donc tué. Mais rien ne laisse penser ou supposer pour l'instant qu'il y a un acte antisémite. Alors je ne sais pas si ce jeune, si c'est d'une tristesse infinie. Même l'avocat qui s'est exprimé de la famille n'a pas parlé de quoi que ce soit. Je remarque juste une chose, on commence à parler d'actes antisémites au moment de la veille d'une élection. C'est l'impression que ça me fait. Alors qu'il y a des actes racistes absolument partout. Si je ne me trompe, en 2019, le gouvernement communiquait encore par acte raciste ou anti-religieux un nombre dont les chrétiens faisaient... étaient au summum. Ensuite, venaient les musulmans et les actes antisémites. Mais cette année, non. On a parlé d'actes en général, ce que je trouve plus juste, parce qu'on n'a pas à donner obligatoirement quoi que ce soit par religion. Il y a un acte, s'il est avéré par une enquête, que l'on en parle. Pourquoi n'en a-t-on pas parlé avant, alors que ça s'est produit en février? Alors, mais là, maintenant... Alors, je termine juste une chose. Il y a eu un acte réel antisémite qui s'est produit. Il y a un petit juge de service qui se présente aux élections. Qui en a parlé? Vous voulez parler des propos? Alors, on n'a pas le droit de citer les noms des candidats. Non, donc, non, je n'en ai pas cité. J'ai juste parlé du petit juge de service. Mais personne n'en a parlé. On en a parlé tout à l'heure. C'était Caroline Pilas qui l'a dit. C'est un autre candidat qui avait utilisé ce mot pour un candidat avec les règles de l'Arcom. L'excès, ça c'est très compliqué. On peut pas citer de nom. Donc c'est pour ça que. Mais Caroline Pilastre en avait parlé. C'est pour ça. Caroline Pilastre en a parlé. D'accord, c'est très bien. Mais je veux dire, au niveau des candidats eux-mêmes, je veux dire, ça n'a pas fait de foin. C'est vrai que ça peut faire de foin. Merci beaucoup Bruno de Arles. On va faire réagir tout de suite Emmanuel Abramovitch. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Bruno? Parce que c'est vrai que le terme juif de service, ça aurait été tenu par un autre camp politique, ça aurait probablement fait un tollé, non? Mais ça répond à ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire la démission des intellectuels, des vrais journalistes, des juristes et des politiques qui, chacun dans sa petite chapelle, pour des raisons différentes, a décidé qu'il était plus opportun pour lui de ne pas réagir, alors qu'évidemment, c'est une insulte. On ne traite personne de petit juif de service. C'est une insulte. Alors vous vous rendez compte où nous en sommes dans notre société? Et pourquoi je ne parle plus d'hommes politiques, mais de personnel politique? Parce que il est intolérable d'accepter ces mots-là qui sont la porte ouverte à l'acte suivant.
c'est-à-dire physique. Qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous insulter quelqu'un quand vous l'avez traité comme ça? Quelle est l'étape suivante? On retourne au 0826 300 300. Ça fait beaucoup réagir. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous avez été agressé, vous avez été agressé et vous avez passé 5 semaines dans le coma. Oui, mais c'est pas par rapport à mon expérience que je vous appelle. C'est qu'en fait, quand j'entends ça, évidemment, vous verrez dans quelques jours, il y a 9 chances sur 10, voire 99 sur 100, que ce soit un acte malheureusement d'un islamiste radical, comme ça l'est 9 fois sur 10. Quand j'entends parler d'antisémitisme, oui, il y a beaucoup de cas en France d'islamistes radicaux antisémites, c'est évident, depuis des années, avec des actes et beaucoup de violence. Maintenant, je trouve que le débat est trop serré. En fait, ça dépasse déjà de loin cela. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai eu affaire à des islamistes radicaux qui s'en prennent à tout ce qui n'est pas pro-islam. Et aujourd'hui, y compris dans les journalistes, les gens ont peur. Les journalistes, les gens dans la rue ont peur des islamistes radicaux. Et quand ils voient des musulmans excités, entre guillemets, ils changent de trottoir. Pourquoi? On va donner la parole à Emmanuel Abramovitch. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Olivier, Emmanuel? Alors, je vais vous faire une réponse qui va vous surprendre, j'espère. Mais les premiers silencieux qui sont terrorisés, comme le dit ce monsieur, Olivier, ce sont les musulmans, pratiquants ou pas, qui sont terrorisés et n'osent pas descendre dans la rue quand un des leurs a commis un crime ignoble. Les gens dont nous parlons, ce sont par exemple les jeunes filles qui sont obligées de se voiler. Ce sont les jeunes filles qui sont obligées de partir avec un sac dans lequel il y a les vêtements qu'elles vont porter à Paris, mais qu'elles ne peuvent pas porter à Bobigny, à Saint-Denis ou à Garges-les-Gonesse. Alors, je voudrais revenir un tout petit instant sur effectivement cette qualification d'antisémitisme ou pas à ce crime. Aujourd'hui, le BNVCA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, qui est présidé par Samy Gozlan, qui est un ancien commissaire et qui a par conséquent de nombreux contacts, aussi bien dans la police que dans la justice. Nous n'anticipons pas le travail des enquêteurs, ni le travail de la justice. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le BNVCA n'a pas non plus qualifié ce crime d'antisémite. Potentiellement, on peut penser qu'il l'est, mais nous ne l'affirmons pas, car c'est le travail de l'enquête et de la justice de le dire. Il va sans dire que si nous avions, avec le temps, des éléments probants et que l'enquête s'orientait dans une autre direction, là, nous saurions nous faire entendre. Mais à ce stade, nous n'avons pas les éléments qui nous permettent d'avancer que c'est un crime antisémite, ce qui ne signifie pas qu'il ne l'est pas. Boris Faure va réagir, mais très court, il nous reste 1 minute. Très courte. De manière courte, je dirais, plus on aura de laïcité, moins on aura d'antisémitisme. En fait, on n'a pas lâché le mot de laïcité aujourd'hui. Je ne veux pas ouvrir un autre grand débat, mais la laïcité, c'est la liberté de conscience. Et c'est dans la rue aussi la liberté de porter des signes ostentatoires religieux dans la rue. Donc voilà, je pense plus de laïcité, il y aura aussi moins d'actes d'antisémitisme. Et est-ce que... Oui, Philippe Bilger ? Non, là je trouve que notre ami Boris Faure est un peu irénique. Hein. Je ne crois pas que c'est en parlant de laïcité qu'on réduira les propos et les violences antisémites. Je crois que c'est enfin par une répression exemplaire quand on aura eu la chance, et je réponds à notre invité, d'interpeller les auteurs d'actes et de propos antisémites. La justice est aussi indignée que vous, mais encore faut-il qu'elle ait les auteurs de ces transgressions. Emmanuel Abramovitch, le mot de la fin, allez en 20 secondes. Alors, en 20 secondes, je vais vous donner un exemple. Ça s'est déroulé à Paris il y a 15 jours. Il y avait sur la voie publique, Fontaine des Innocents, une association pro-palestinienne qui appelait à la libération d'un terroriste, Georges Ibrahim Abdallah. C'est un assassin. Il y a des membres des familles de ces victimes qui sont encore vivants, qui subissent
la mort de cette personne, mais vous avez quand même des gens qui obtiennent de la préfecture de police de Paris l'autorisation de manifester pour appeler à sa libération. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal aussi que ces mêmes manifestants, au même endroit, à côté du Forum des Halles, appellent au boycott, dénoncent des violences? Si c'est l'importation en France d'un conflit étranger, qu'est-ce que ça veut dire que ni le préfet, ni personne ne s'oppose à ce... Je ne suis pas contre la possibilité de dire ce que l'on veut et de manifester, mais pas de demander la libération des terroristes et de faire une stigmatisation entre les habitants d'un pays et ceux d'un autre pays. Merci beaucoup Emmanuel Abramovitch, membre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Verdict sur Twitter. Décès de Jérémy Cohen, y a-t-il une montée de l'antisémitisme en France? Vous êtes 76,3% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants.